Un millionnaire découvre son fils autiste en train de fouiller les ordures de la maison et, en découvrant la raison, il est choqué. Marcus Sterling n'aurait jamais imaginé trouver son fils Daniel, âgé de 8 ans, éparpillant des sacs poubelles sur le sol de la cuisine de son manoir de 2 millions de dollars. L'enfant, diagnostiqué autiste, avait les mains sales de restes de nourriture, pleurant désespérément en cherchant quelque chose parmi les détritus. « Daniel, que fais-tu » cria Marcus, courant vers son fils. Le garçon ne répondit pas, il continua simplement à fouiller chaque morceau de papier, chaque emballage jeté. Ses larmes tombaient sur des photographies déchirées et des lettres froissées qu'il serrait comme si elles étaient des trésors précieux. Marcus resta figé en reconnaissant les fragments. C'étaient des photos de sa défunte mère, Eleanor, et des lettres écrites de sa propre main pour Daniel. Comment ces souvenirs si précieux avaient-ils pu finir à la poubelle? Lui-même les avait rangés dans son bureau, dans une boîte spéciale qu'Eleanor avait laissée avant de mourir il y a 6 mois. « Mon amour, pourquoi ces choses sont-elles ici » demanda Marcus, en s'agenouillant près de son fils. Daniel leva enfin les yeux vers lui, avec une expression de panique qui transperça le cœur de son père comme une lame aiguisée. « Mamie a dit que je devais les garder, » murmura Daniel d'une voix fragile. « Elle a dit que la méchante femme allait les jeter. Mamie avait raison. » Marcus sentit un frisson lui parcourir l'échine. Eleanor était morte subitement d'une crise cardiaque, peu après son mariage avec Isabella, sa nouvelle épouse. La femme était infirmière, avait pris soin d'Eleanor durant ses derniers mois de vie, et Marcus pensait avoir retrouvé l'amour après avoir perdu sa femme 2 ans plus tôt. « Quelle méchante femme, Daniel » demanda Marcus, mais l'enfant s'était déjà replongé dans les photographies, les organisant avec la précision obsessionnelle typique de sa condition. Isabella apparut alors dans l'embrasure de la porte de la cuisine, vêtue de son uniforme blanc d'infirmière. Son visage montra une surprise sincère en voyant le désordre, mais Marcus remarqua quelque chose d'étrange dans ses yeux. Une lueur froide qu'il n'avait jamais perçue auparavant. « Mon Dieu, que s'est-il passé ici » s'exclama-t-elle en accourant pour aider. « Daniel, chéri, tu ne devrais pas toucher aux ordures. Tu pourrais t'attraper des maladies. » Mais Daniel s'écarta d'elle comme un animal effrayé, protégeant les lettres contre sa poitrine. « Non, c'est toi qui les as jetées. Mamie a dit que tu ferais ça. » Isabella rit nerveusement en regardant Marcus. Il doit être confus. Tu sais comment les enfants autistes peuvent inventer des histoires. Je ne jetterai jamais rien d'important. Cependant, Marcus remarqua qu'Isabella évitait de regarder directement les lettres dans les mains de Daniel. Une pensée troublante commença à se former dans son esprit. Si Isabella n'avait réellement pas jeté ces objets, comment avait-il pu se retrouver dans les ordures? Et pourquoi Daniel était-il si désespéré de les récupérer? « Je vais nettoyer ce désordre », proposa Isabella, tendant les mains vers les photographies. « Laisse-moi organiser ça correctement. »« Non !» cria Daniel si fort que l'écho résonna dans tout le manoir. « Elle veut les prendre. Mamie a dit de ne pas la laisser. » Marcus prit son fils dans ses bras, sentant le petit corps trembler de peur. Pour la première fois en 6 mois de mariage, il observa vraiment la réaction d'Isabella. Ce qu'il voyait sur son visage n'était pas de la préoccupation maternelle, mais une irritation à peine dissimulée. « Daniel est très agité », commenta Isabella froidement. « Peut-être qu'il vaut mieux lui donner ses médicaments plus tôt aujourd'hui. » Ces mots déclenchèrent une alarme dans l'esprit de Marcus. Depuis quand Isabella prenait-elle des décisions concernant la médication de Daniel sans le consulter? Et pourquoi l'enfant, qui avait toujours été docile avec ses remèdes, résistait-il autant dernièrement à les prendre? À ce moment-là, une des lettres tomba de la main de Daniel, et Marcus put lire quelques mots écrits de la main tremblante d'Eleanor. « Marcus, si quelque chose m'arrive, protège Daniel d'elle. Elle n'est pas ce qu'elle paraît être. » Le reste de la phrase était illisible à cause de la déchirure du papier, mais ces mots suffirent à glacer le sang de Marcus. Eleanor avait-elle essayé de le prévenir de quelque chose? D'Isabella? Si tu apprécies cette histoire et que tu veux découvrir la vérité choquante qui va bientôt éclater, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucun détail de cette révélation qui va tout changer. Cette nuit-là, Marcus ne put pas dormir. Allongé à côté d'Isabella, qui faisait semblant de dormir, il repensait à chaque moment depuis qu'elle était entrée dans leur vie. Elle était apparue comme un ange gardien, s'offrant pour s'occuper d'Eleanor gratuitement après avoir appris la situation de la famille par l'hôpital où elle travaillait. « C'est une infirmière exceptionnelle », avait dit le médecin d'Eleanor. « Isabella a de l'expérience avec les patients en phase terminale et un cœur généreux. Votre mère sera entre de bonnes mains. » Mais maintenant, en se remémorant ces mois, Marcus remarquait des détails troublants qu'il avait ignorés. Eleanor, qui avait toujours été une femme forte et indépendante, était devenue de plus en plus faible et confuse dans les dernières semaines avant sa mort.
Elle disait des choses étranges sur Isabella, des accusations que Marcus avait attribuées à la démence causée par les médicaments. Elle change mes médicaments, avait chuchoté Eleanor un après-midi. Elle veut que je meure bientôt, Marcus. Cette femme n'est pas vraiment infirmière. À l'époque, Marcus avait gentiment réprimandé sa mère, expliquant que le stress de la maladie la faisait imaginer des choses. Isabella était toujours présente, affectueuse, dévouée. Comment pouvait-elle être une imposture? Marcus se leva silencieusement et alla dans la chambre de Daniel. Le garçon était éveillé, rangeant les photographies retrouvées en rangée parfaite sur le lit. Son obsession pour l'ordre était plus intense que jamais. « Papa » murmura Daniel sans lever les yeux. « Mamie a laissé d'autres lettres. Elle les a cachées. »« Où mon fils ?» demanda Marcus, s'asseyant prudemment au bord du lit. Daniel pointa vers l'armoire. « Dans l'ours en peluche marron. Elle a dit que si quelque chose lui arrivait, je devais te le dire. » D'une main tremblante, Marcus ouvrit l'ours en peluche préféré de Daniel et trouva plusieurs lettres pliées dans la doublure intérieure. L'écriture d'Eleanor était plus claire dans celle-ci, rédigée avant que son état ne se détériore dramatiquement. « Mon cher Marcus, lut-il silencieusement, j'écris ceci alors que j'ai encore toute ma lucidité. Isabella Moreau n'est pas une infirmière diplômée. J'ai vérifié auprès du conseil régional. Elle utilise de faux documents. J'ai aussi découvert qu'elle s'était mariée 3 fois auparavant, toujours avec des veufs riches, et tous sont morts dans des circonstances suspectes. » Marcus sentit ses mains commencer à trembler. La lettre continuait « Elle modifie mes médicaments, Marcus. Je me sens plus mal chaque jour. » Daniel l'a remarqué aussi, les enfants autistes sont plus sensibles aux changements d'énergie et d'intention. Il m'a dit qu'elle est la méchante femme qui rend les gens malades. La deuxième lettre révélait encore plus de détails terrifiants. J'ai trouvé des seringues cachées dans son sac, Marcus. Quand je l'ai interrogée, elle a dit que c'était pour administrer de l'insuline à un patient diabétique, mais j'ai vérifié. Isabella n'a jamais eu de patient diabétique enregistré. J'ai peur, mon fils. Si quelque chose m'arrive, cherche le docteur Harrison. Il a été marié à l'une des victimes précédentes d'Isabella. Marcus dut s'appuyer contre le mur pour ne pas s'effondrer. Sa mère n'était pas en plein délire. Elle avait été lentement empoisonnée par une tueuse en série qui dormait maintenant dans son lit et avait un libre accès à son fils vulnérable. « Daniel » chuchota-t-il, « depuis combien de temps sais-tu cela ?»« Depuis qu'elle est arrivée, » répondit Daniel avec sa sincérité habituelle. « Elle sent mauvais. Pas l'odeur du corps, mais l'odeur de l'âme mauvaise. Mamie l'a senti aussi. » Marcus serra son fils dans ses bras, comprenant enfin pourquoi Daniel avait eu tant de crises d'angoisse ces derniers mois. Ce n'était pas seulement les ajustements de la nouvelle routine familiale, c'était l'instinct naturel d'un enfant sensible détectant un danger réel. Soudain, il entendit des pas dans le couloir. Isabella approchait de la chambre de Daniel. Marcus cacha rapidement les lettres dans la poche de son pyjama et fit semblant de simplement consoler son fils. « Tout va bien ici ?» demanda Isabella depuis la porte, sa voix trop douce pour être sincère. « Je vous ai entendu parler. » « Daniel a fait un cauchemar, » mentit Marcus, gardant la voix ferme. « Il va mieux maintenant. » Isabella s'approcha, et Marcus remarqua qu'elle tenait quelque chose dans les mains. Une petite seringue. « J'ai apporté son calmant. Cela l'aidera à mieux dormir. »« Non !» cria Daniel, se cachant derrière son père. « Je n'en veux pas. Elle va me faire du mal. »« Daniel va bien, » dit Marcus rapidement, se plaçant entre Isabella et son fils. « Il n'a pas besoin de médicaments ce soir. » Les yeux d'Isabella brillèrent d'une froideur qui fit comprendre à Marcus que son masque commençait à glisser. Pendant une seconde, il vit la véritable Isabella, calculatrice, dangereuse et frustrée par sa résistance. « Bien sûr, » dit-elle en forçant un sourire. « Mais demain, nous devons parler d'augmenter la dose. Daniel est très agité ces derniers temps. » Lorsqu'elle partit, Marcus sut qu'il était engagé dans une course contre la montre. Isabella soupçonnait qu'il savait quelque chose, et cela les mettait en danger de mort. Le lendemain matin, Marcus fit semblant de normalité pendant qu'Isabella préparait le petit déjeuner. Il observait chacun de ses mouvements avec de nouveaux yeux, remarquant comment elle manipulait les médicaments de Daniel avec une familiarité suspecte et comment ses doigts s'agitaient habilement pour ouvrir les flacons de médicaments. « Je dois voyager pour le travail aujourd'hui », annonça Marcus d'un ton détendu. « Réunion importante avec des investisseurs à Chicago. » Isabella leva rapidement les yeux, et Marcus aperçut un éclair de satisfaction sur son visage avant qu'elle n'adopte une expression préoccupée. « Combien de temps resteras-tu absent ?»« 2 jours, peut-être 3, mentit-il. En réalité, il prévoyait d'utiliser la journée pour enquêter discrètement.
Peux-tu t'occuper de Daniel seul? Bien sûr, chérie. Nous allons bien nous en sortir, n'est-ce pas, Daniel? Le garçon ne répondit pas, se contentant de pousser les céréales dans son assiette, évitant soigneusement de regarder Isabella. Marcus comprit que son fils utilisait une stratégie de survie, faire semblant d'être invisible. Dès qu'il sortit de la maison, Marcus se rendit directement à l'hôpital central. Grâce à ses contacts professionnels, il obtint l'accès au dossier de l'ordre infirmier. Ses recherches confirmèrent ses pires craintes. Il n'existait aucune Isabella Moreau enregistrée comme infirmière dans l'État. « Puis-je vous aider avec autre chose, monsieur Sterling ?» demanda l'administratrice, une femme âgée nommée Margaret. « Je cherche des informations sur un docteur Harrison. Ma mère l'a mentionné avant de mourir. » Margaret pâlit instantanément. « Docteur James Harrison? Il est mort il y a 2 ans dans des circonstances très étranges. Sa femme, Sarah, est également décédée peu de temps avant. Tous deux étaient patients d'une infirmière privée. » Marcus sentit son estomac se nouer. « Vous vous souvenez de son nom? » Isabella quelque chose. Nous n'avons jamais pu prouver quoi que ce soit, mais il y avait des soupçons. Elle a disparu juste après les décès et n'a jamais été revue ici. Avec suffisamment d'informations pour confirmer ses soupçons, Marcus se rendit au poste de police. Mais à son arrivée, il découvrit quelque chose qui le terrifia encore davantage. Le détective en charge des affaires d'homicide, Michael Torres, l'accueillit avec une expression grave. « Monsieur Sterling, quelle coïncidence. Nous enquêtions justement sur quelques décès suspects qui pourraient être liés à votre famille. Votre épouse Isabella a un long passé criminel sous plusieurs faux noms. » Marcus resta sans voix. « Vous le saviez déjà. Nous la suivons depuis des mois. Isabella Moreau est en réalité Rebecca Silva, une tueuse en série spécialisée dans l'infiltration des familles riches. Elle a au moins 7 victimes confirmées dans 3 États différents. » Le détective ouvrit un dossier rempli de photographies et de documents. Elle suit toujours le même schéma, assume l'identité d'une infirmière, gagne la confiance de la famille en prenant soin d'un parent malade, épouse rapidement l'homme veuf, puis élimine systématiquement tous les membres de la famille pour hériter de la fortune. « Mon Dieu !» murmura Marcus, pensant à Daniel seul à la maison avec elle. « Mon fils est en danger. »« Nous devons agir très prudemment, » avertit le détective. « Isabella est extrêmement intelligente et dangereuse. Si elle se rend compte qu'elle a été découverte, elle pourrait accélérer ses plans. Nous avons déjà vu cela auparavant. » Torres expliqua qu'Isabella utilisait généralement des médicaments indétectables lors des autopsies de routine, des drogues simulant des crises cardiaques ou des accidents vasculaires naturels. Elle a un complice, un médecin corrompu nommé Dr Vincent Ross, qui falsifie les certificats de décès et les rapports médicaux. Marcus se souvint de quelque chose de perturbant. Isabella a mentionné un médecin qui pourrait ajuster la médication de mon fils. Elle a dit que Daniel avait besoin de soins spécialisés. Dr Ross, confirma Torres gravement. Il est chargé d'éliminer les témoins gênants, en particulier les enfants qui pourraient l'avoir vu quelque chose de compromettant. Le plan qu'ils élaborèrent était risqué mais nécessaire. Marcus rentrerait chez lui normalement, faisant semblant de ne rien savoir, tandis que la police mettait en place une opération de surveillance discrète. Ils installeraient des dispositifs d'écoute et des caméras cachées pour capturer des preuves concrètes des crimes. Le plus important, insista Torres, est de garder Daniel en sécurité sans éveiller de soupçons. Isabella planifie probablement d'éliminer tous les deux bientôt, surtout maintenant que tu as résisté hier soir. Marcus reçut un dispositif d'urgence discret et des instructions détaillées sur la manière d'agir. La partie la plus difficile serait de faire semblant de normalité en sachant qu'il vivait avec une tueuse qui avait tué sa mère et prévoyait de tuer lui et son fils. Lorsqu'il rentra chez lui en fin d'après-midi, il trouva Isabella en train de préparer un dîner élaboré. Elle était exceptionnellement joyeuse et affectueuse, ce qui déclencha toutes les alarmes de Marcus. « Comment s'est passé ton voyage, chérie ?» demanda-t-elle en l'embrassant sur la joue. « Productif, » répondit-il, essayant de garder la voix ferme. « Et Daniel ? Comment s'est-il comporté ? » « Parfaitement bien. J'ai même réussi à contacter un spécialiste qui peut t'aider avec sa médication. Le docteur Ross viendra demain pour une consultation à domicile. » Marcus sentit son sang se glacer. Le complice s'était appelé. Cela signifiait qu'Isabella était prête à exécuter la phase finale de son plan. Il avait moins de 24 heures pour sauver la vie de son fils et capturer 2 tueurs professionnels. Le lendemain matin, Marcus se réveilla en entendant Isabella chuchoter au téléphone sur le balcon. Grâce au dispositif d'écoute fourni par la police, il réussit à capter des fragments de la conversation qui lui glacèrent le sang. « Oui, docteur Ross, aujourd'hui est le jour.
L'homme commence à se méfier, et l'enfant en sait trop. Il faut que cela paraisse naturel. Surdose accidentelle des médicaments du garçon autiste, puis crise cardiaque pour le père à cause du traumatisme. Marcus se força à rester immobile dans le lit, faisant semblant de dormir, tandis qu'Isabella continuait de planifier leur mort comme s'il s'agissait d'une liste de courses. « J'ai toute la documentation médicale prête », poursuivit-elle froidement. Daniel a des antécédents d'instabilité émotionnelle, et Marcus est soumis à un stress professionnel extrême. Personne ne remettra en question 2 morts naturelles consécutives. Lorsqu'Isabella raccrocha et retourna dans la chambre, Marcus se réveilla naturellement. Elle sourit avec une douceur qu'il reconnaissait maintenant comme complètement fausse. « Bonjour, chérie. Le docteur Ross arrivera à midi pour examiner Daniel. J'ai préparé un déjeuner spécial pour nous tous. » Marcus descendit pour le petit déjeuner et trouva Daniel assis à table, fixant intensément un verre de jus d'orange. Le garçon ne buvait pas, il observait simplement avec l'intensité que les enfants autistes manifestent quand quelque chose ne va pas. « Papa », murmura Daniel doucement, « le jus sent différent. Comme le mauvais médicament. » Isabella rit nerveusement. Daniel a une imagination très active. « Ce n'est que du jus ordinaire, mon chéri. » Mais Marcus remarqua que Daniel avait raison. Le liquide avait une teinte légèrement trouble et un parfum médicinal subtil. Isabella avait déjà commencé à empoisonner son fils. « Tu sais quoi, Isabella » dit Marcus avec naturel, « je pense que Daniel a l'estomac sensible aujourd'hui. Mieux vaut qu'il ne boive rien jusqu'à l'arrivée du médecin. » Les yeux d'Isabella brillèrent dangereusement un instant avant qu'elle ne force un autre sourire. « Bien sûr, tu connais ton fils mieux que quiconque. » À 11h30, un homme élégant d'âge moyen sonna à la porte. Le docteur Vincent Ross était exactement comme Marcus l'avait imaginé, une apparence respectable cachant une âme corrompue. Il portait une mallette médicale noire qui contenait probablement des instruments de mort. « Enchanté de vous rencontrer, monsieur Sterling, » dit le docteur Ross d'une voix douce. « Isabella m'a beaucoup parlé de vous. Où est le patient spécial ?» Daniel s'était caché dans le placard de la chambre, suivant les instructions que Marcus lui avait données discrètement. Le plan de la police était en marche, mais ils avaient besoin de preuves concrètes des crimes. « Daniel est un peu timide », expliqua Marcus. « Que diriez-vous de déjeuner d'abord ? Isabella a préparé quelque chose de délicieux. » Pendant le déjeuner, Marcus activa discrètement l'enregistreur caché tandis qu'Isabella et le docteur Ross discutaient du traitement de Daniel avec des détails révélant leurs véritables intentions. « L'enfant a besoin d'un dosage plus élevé », commenta le docteur Ross. « Les enfants autistes peuvent résister aux médicaments standards. Nous pouvons commencer avec 50 mg de potassium concentré, directement dans le flux sanguin. » Isabella acquiesça avec enthousiasme. Et ensuite, quand Marcus sera en état de choc à cause du traumatisme, une petite crise cardiaque pourra être facilement provoquée. « J'ai le médicament parfait. »« Vous êtes très efficace, » dit Marcus en gardant le contrôle de sa voix. « Combien de familles ont déjà suivi ce traitement ?» Le docteur Ross rit, sans se rendre compte du piège. « Isabella et moi formons une équipe parfaite depuis 5 ans. 12 familles ont trouvé la paix grâce à nos soins spécialisés. »« 12 familles, » répéta Marcus, s'assurant que la confession soit clairement enregistrée. À ce moment, Daniel sortit en courant de la chambre en criant désespérément. « Papa, il y a des gens étranges dans le jardin. Ils ont des armes. » Isabella et le docteur Ross se regardèrent paniqués, réalisant enfin qu'ils étaient tombés dans un piège. Isabella courut vers la mallette médicale, essayant de saisir une seringue, mais Marcus l'intercepta. « C'est fini, Rebecca, » dit-il en utilisant son vrai nom. « Que ce soit Isabella, ou n'importe quel mensonge que tu veuilles raconter. »« Comment au toit ?» commença-t-elle, mais fut interrompue lorsque la porte d'entrée s'ouvrit violemment. « Police !» Les mains en l'air. Le détective Torres entra, suivi d'une équipe complète d'officiers armés. Le docteur Ross tenta de fuir par la porte arrière, mais fut maîtrisé par 2 policiers dans le jardin. Isabella se débattit comme une bête sauvage, essayant jusqu'au dernier moment d'atteindre les seringues qui pouvaient éliminer les preuves et les témoins. « Vous ne pouvez rien prouver !» cria-t-elle en étant menottée. « Vous n'avez pas assez de preuves. »« Nous avons 12 confessions enregistrées, Rebecca, » informa froidement le détective Torres. « Et des échantillons des substances que vous avez utilisées pour tuer Eleanor Sterling et planifier le meurtre de cette famille. » Daniel courut dans les bras de Marcus, enfin en sécurité après des mois de terreur silencieuse. Le garçon tremblait, mais ses yeux montraient un soulagement profond qui brisa le cœur de son père. « C'est fini, mon fils, » murmura Marcus. « La mauvaise femme ne fera plus jamais de mal à personne. »
Alors qu'Isabella et le docteur Ross étaient emmenés dans des véhicules séparés, Isabella lança une dernière menace. « Vous avez détruit des années de travail. Cet enfant défectueux ne méritait pas de vivre de toute façon. » Ces mots scellèrent définitivement son destin, révélant la froideur absolue d'une meurtrière qui considérait les personnes vulnérables comme des cibles jetables. La justice était enfin rendue, mais Marcus savait que la véritable guérison de sa famille ne faisait que commencer. 6 mois plus tard, Marcus était dans le jardin de sa maison, regardant Daniel planter des tournesols avec la précision méticuleuse typique de sa condition. Le garçon avait complètement changé. Ses sourires étaient désormais sincères et il parlait plus que jamais dans sa vie. « Papa, les tournesols regardent toujours le soleil », commenta Daniel, en disposant les graines en rangées parfaites. « Ils savent où trouver la lumière même lorsqu'il fait sombre. » Le procès de Rebecca Silva avait révélé un réseau criminel encore plus vaste que ce que la police avait imaginé. Grâce à des enquêtes approfondies, ils découvrirent qu'elle et le docteur Ross avaient assassiné 18 personnes au cours de 7 ans, accumulant plus de 15 millions de dollars en héritage frauduleux. Rebecca fut condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, tandis que le docteur Ross reçut 60 ans. Pendant le procès, elle garda une froideur inquiétante, ne montrant aucun remords pour les vies qu'elle avait détruites. « La société doit être protégée des prédateurs comme ceux-ci », déclara le juge dans sa sentence. « Vous avez exploité la vulnérabilité humaine de la manière la plus lâche possible, en attaquant des familles dans des moments de douleur et de deuil. » Marcus avait témoigné de l'impact dévastateur des crimes sur sa famille, mais aussi de quelque chose d'inattendu qu'il avait découvert. Daniel n'était pas seulement une victime, mais le héros silencieux de toute l'histoire. « Mon fils autiste possède une capacité spéciale à percevoir les intentions véritables », expliqua Marcus au tribunal. Alors que j'avais été trompé par le masque de gentillesse de l'accusé, Daniel a instinctivement reconnu le danger. Sa sensibilité, que beaucoup considèrent comme une limitation, a en réalité été notre salut. Le détective Torres confirma que Daniel avait été essentiel pour résoudre l'affaire. Sans les observations détaillées de l'enfant et son refus de prendre des médicaments altérés, nous aurions probablement eu 2 autres victimes fatales et une meurtrière encore en liberté. Marcus utilisa une partie de sa fortune pour créer la fondation Eleanor Daniel, une organisation dédiée à la protection des enfants ayant des besoins spéciaux et à l'éducation des familles sur les signes d'abus domestiques. La fondation offrait également un soutien psychologique gratuit aux survivants de crimes familiaux. Ma mère Eleanor disait toujours que Dieu donne des défis particuliers à des personnes particulières, réfléchit Marcus lors de la cérémonie d'inauguration de la fondation. Daniel m'a appris que différent ne signifie pas limité, mais extraordinaire. La relation entre le père et le fils s'était considérablement renforcée à travers la tragédie. Marcus apprit à apprécier les particularités de Daniel, comprenant que son obsession apparente pour l'ordre et les routines reflétait en réalité un esprit qui traitait le monde de manière unique et profonde. Daniel, quant à lui, développa la confiance nécessaire pour exprimer ses sentiments et ses peurs. Il avait commencé une thérapie avec une psychologue spécialisée dans l'autisme, la docteure Sarah Chen, qui aida la famille à établir une communication plus efficace. Daniel a un don spécial pour détecter la sincérité, expliqua la docteure Chen. Les enfants autistes perçoivent souvent des nuances émotionnelles que les adultes neurotypiques ignorent. Ils sont comme des détecteurs naturels d'authenticité. Marcus avait également changé profondément. Il réduisit drastiquement ses heures de travail, privilégiant le temps de qualité avec Daniel. Il découvrit que son fils possédait des talents impressionnants en mathématiques et en motifs visuels, compétences développées à travers des programmes éducatifs spécialisés. Avant, je voyais l'autisme de Daniel comme quelque chose à corriger, admit Marcus. Maintenant je comprends que c'est une forme différente de génie qui doit être nourrie et célébrée. La communauté locale avait également adopté l'histoire de la famille. L'école de Daniel mit en place des programmes de sensibilisation à la neurodiversité, et plusieurs familles partagèrent leurs propres expériences avec des enfants particuliers. 1 an après le procès, Marcus reçut une lettre inattendue d'une famille en Californie. Une mère avait reconnu des signes suspects chez sa nouvelle nounou après avoir regardé une interview de Marcus à la télévision, sauvant potentiellement ses 2 filles d'un destin tragique. « Votre histoire nous a inspirés à faire confiance aux instincts de nos enfants », écrivit la femme. Notre fille de 5 ans disait constamment qu'elle n'aimait pas la nounou, mais nous l'ignorions, la jugeant trop jeune pour comprendre. Après avoir entendu parler de Daniel, nous avons enquêté et découvert que la femme avait un passé criminel caché. Ces messages arrivaient régulièrement, montrant que l'expérience traumatisante de la famille s'était transformée en une force positive pour protéger les autres. Cet après-midi-là, dans le jardin, Daniel courut vers Marcus en tenant un tournesol parfait. « Papa, ce tournesol a grandi plus fort parce qu'il a traversé la tempête d'hier soir. Comme nous. » Marcus serra son fils dans ses bras,
comprenant la profonde sagesse de ces simples mots. Ils avaient survécu à la tempête la plus sombre de leur vie et en étaient sortis plus forts, plus liés et plus capables d'aider ceux qui affrontent des batailles similaires. La leçon la plus puissante avait été d'apprendre que les différences ne sont pas des défauts à corriger, mais des dons à célébrer. Daniel avait sauvé leur vie simplement en étant exactement lui-même. Un enfant sensible et perceptif dont l'autisme n'était pas une limitation, mais sa plus grande force. Si cette histoire a touché votre cœur et que vous souhaitez découvrir plus de contenus inspirants sur le dépassement de soi et la famille, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire pouvant transformer votre perspective sur la vie.